je fais une excusatio propter infirmitatem, je m'excuse du fait de mon incompétence. Donc, il y aura peut-être des inexactitudes, il y aura sans doute des points pas très clairs, mais j'espère qu'on pourra les clarifier pendant les questions. Et il est fort possible que vous me posiez des questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre. Une dernière chose, j'essaye d'être rigoureux dans les sources que je cite et par rapport aux auteurs que je cite. S'il y a un oubli, il est involontaire et je le dis d'avance, je ne m'attribue pas la propriété intellectuelle de ce que je fais, à part l'agencement, parce que c'est plus un état de l'art, enfin un bilan de ce qu'on peut trouver dans la critique, que un contenu qui serait purement personnel et qui serait le fruit de réflexions complètement nouvelles. Je serais malhonnête de prétendre apporter quoi que ce soit de nouveau, à part peut-être un agencement particulier. Voilà, bah je vais commencer si vous le voulez bien. Donc là, j'ai un petit peu changé le titre par rapport à ce que j'avais annoncé de façon alléchante sur le serveur et qui est le titre qui s'affiche pour la conférence. Le commentaire de texte est-il une surinterprétation? Et vous voyez que j'ai été un peu plus raisonnable dans mon titre, plus raisonnable en termes de provocation, peut-être un peu moins en termes d'ambition de cet exposé, puisque j'ai changé ça en qu'a voulu dire l'auteur. Donc c'est une question, comme je l'avais précisé dans le petit mot d'introduction, qui est extrêmement récurrente, qu'on s'est tous posé. Il y a une nouvelle mention. J'espère que ça ne veut pas dire qu'on ne m'entend pas. Non. Ah non, pardon. Il n'y a pas de problème. Surtout si jamais vous ne voyez pas ou enfin, vous ne voyez plus le diaporama, qui n'est pas très intéressant, mais enfin qui permet de garder les repères, ou si vous m'entendez plus, dites-moi parce que je parle, mais je vous vois pas, donc c'est pas facile de savoir. Donc oui. Très bien, ben, merci beaucoup. Donc je disais, oui, la question est assez récurrente et en fait on se l'est tous déjà posé quand on était au lycée ou s'il y a des lycéens qui sont là, ils se la posent sans doute. On voit le prof se lancer dans une explication parfois virtuose d'un texte qui apparaît comme tout simple et le prof part dans des élucubrations qu'on n'est pas bien sûr de comprendre. Et si je pose la question un peu familièrement, on se demande si le prof n'est pas un peu perché et on se demande si l'auteur voulait vraiment dire ce que le prof est en train de dire. Alors ça va du plus simple, à savoir est-ce que vraiment l'auteur pensait faire une métaphore à cet endroit-là, qui est une question à laquelle on peut répondre assez facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir conscience qu'on est en train de faire une métaphore pour faire une image. Quand vous expliquez quelque chose, que vous soyez dans un contexte d'enseignement ou tout simplement dans une discussion avec un ami, quand vous faites une comparaison et que vous n'utilisez pas d'outils de comparaison, ça s'appelle une métaphore, et pourtant, vous n'êtes pas en train de vous dire « là, je suis en train de faire une métaphore ». Donc, cette question-là, je l'évacue tout de suite. Stylistiquement, bien sûr, l'auteur n'a pas forcément conscience, même si je pense que c'est un peu naïf de le croire, parce que quand on voit ces grands stylistes comme Flaubert ou Proust, c'est impossible de penser qu'ils n'ont pas eux-mêmes pensé aux outils qu'ils employaient. Mais quand bien même ils ne s'en seraient pas rendus compte que factuellement, quand on décrit leur langue, quand on décrit leur style, mentionner les figures de style, même si eux ne se disaient pas forcément il faut que je place une hyperbole à cet endroit-là, si l'hyperbole y est, qu'il se soit dit consciemment c'est une hyperbole ou qu'ils aient simplement eu la volonté d'exagérer, je veux dire c'est toujours le même phénomène.
Donc j'évacue cette question, mais en revanche, la question est sans doute plus menaçante quand on lit un texte et qu'on se dit euh, que l'auteur dit, que le professeur dit en l'expliquant, bah voilà, ça par exemple c'est le texte a comme implicite, a un implicite. Alors je vais prendre l'exemple le plus gênant, hein, un implicite sexuel, euh, et bah, les élèves se disent ah oui, bon, il est pervers, quoi. Là, la question est un peu grave parce qu'on se dit, entre un texte qui aurait un sous-entendu sexuel cryptique, caché, ou qui n'en aurait pas du tout, il y a quand même une énorme différence. Alors, première remarque qu'on peut faire en introduction, première remarque qu'on peut faire, c'est qu'un tel questionnement n'est pas nouveau du tout, à la fois dans la critique et l'histoire littéraire. La notion d'intentio auctoris, l'intention de l'auteur en latin, a été souvent interrogée par les commentateurs au cours des siècles. Et d'ailleurs, quand on réfléchit au mot auteur lui-même, si vous êtes latiniste, vous savez que ça vient du latin auctor, euh, qui a donné, qui a dans la même famille auctoritas, qui a donné autorité. Et donc, on voit dès l'étymologie que derrière l'idée d'autorialité, le fait d'être auteur, il y a une idée d'autorité. Autorité, alors vis-à-vis bien sûr de la pensée, il y a une autorité intellectuelle de l'auteur, notamment en philosophie, mais il y a aussi une autorité, peut-on penser, sur le sens du texte. L'auteur, légitimement, comme il a la paternité ou la maternité, si c'est une autrice du texte, on lui donne on lui donne de prime abord les droits d'interprétation. D'ailleurs, encore une fois, je reviens à la vie courante, mais parce que je pense que ça marche bien. Quand vous dites quelque chose à un ami, par exemple, vous lui faites une remarque que votre ami interprète comme une réflexion désagréable et qu'il vous répond bah tu peux pas dire ça, voilà, vous allez lui dire mais attends, j'ai pas dit ça, tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. Bah, la question se pose de la même manière pour l'auteur. Est-ce qu'on fait dire à l'auteur ce qu'il a pas dit? Donc cette question de l'autorité de l'auteur, elle existe déjà. Hein. Dès les scolastiques, on se pose la question de s'il faut suivre l'autorité de l'auteur ou l'autorité du texte. On reviendra sur ce que peut vouloir dire une autorité du texte. Euh, et, et cette intention de l'auteur pose donc plusieurs problèmes que je vais essayer de résoudre, en tout cas de mettre en lumière, pour vous montrer que cette question, qui est naïve à l'origine, est en fait une question au cœur de la réflexion littéraire et au cœur de la réflexion de la critique. Parce que vous vous rendez bien compte que l'enjeu de cette question, c'est l'existence d'une critique littéraire et l'existence d'un commentaire littéraire pertinent. C'est également une question de méthode. C'est-à-dire que si on donne la primeur, ou plutôt la primauté du sens à la vie de l'auteur, donc en la vie ou à l'avis de l'auteur, donc l'avis VIE et l'avis AVIS de l'auteur, ça veut dire que méthodologiquement parlant, le critique ou le commentateur, c'est-à-dire potentiellement vous si vous êtes au lycée, devez vous pencher sur non seulement la biographie de l'auteur, mais en plus, sans doute aussi sur les brouillons, et essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire ce qu'on appelle de la critique génétique aujourd'hui, c'est-à-dire revenir au brouillon et essayer de comprendre comment on est arrivé au texte. Donc, cette question naïve a deux implications assez lourdes. L'existence, ou plutôt le champ d'application de la critique, jusqu'où on peut aller dans la critique, et une implication méthodologique, comment le critique doit-il s'y prendre pour commenter un texte. Si on reformule cette question, est-ce bien ce que l'auteur veut dire? On peut la poser, mais d'une façon un peu plus rare, est-ce bien ce que le texte veut dire? Et en fait, je proposerai d'abord de réfléchir à ce que ça signifie.
Et cette question, plutôt au présupposé de cette question, et cette question présuppose en fait qu'on pourrait connaître, c'est ce qu'on a dit à propos de la méthodologie, d'une façon plus ou moins certaine, l'intention de l'auteur, manifestée a priori dans la lettre du texte ou dans d'autres documents qui peuvent être les brouillons, le journal intime, pourquoi pas des témoignages. Voilà. Donc, soit on prétend que on peut connaître de façon certaine l'intention de l'auteur, soit on prétend que l'intention de l'auteur est inconnaissable, et là, époquée, suspension du jugement, faute de preuves, on suspend le jugement interprétatif et on se contente de lire le plus fidèlement possible le texte. Dans les deux cas, on s'aperçoit que c'est peut-être pas tant un retour à l'auteur ou un retour sur l'auteur qu'un retour à la lettre du texte. Et même un retour à la lettre du texte, vous voyez que ça va nous poser un problème. C'est que tout d'abord, il n'est pas sûr que l'intention de l'auteur soit explicitement manifestée, ou même manifestée tout court. Vous savez très bien que manifester explicitement une intention, c'est pas toujours ce qu'on fait. Quand vous dites à un ami « j'admire ton courage », alors que votre ami vient de fuir devant le danger et que vous l'avez vu, c'est ironique. Si vous vous en tenez à la lettre pure du texte, hors contexte, le contexte étant vous venez de le voir fuir devant le danger, vous ne saisissez pas l'ironie. Si vous restez sur la lettre de la phrase, j'admire ton courage, bon ben voilà, sentiment je paraphrase un peu bêtement, mais sentiment d'admiration vis-à-vis d'un acte de bravoure. Mais si on rajoute le contexte, on comprend très bien que c'est ironique. Donc, cette question de la lettre du texte pose aussi problème. Enfin, je termine avec cette introduction un peu trop longue par un dernier problème que pose la question de l'intention de l'auteur versus l'intention du texte. Si on essaye de postuler cette intention de l'auteur comme étant la plus importante, on pose l'auteur comme propriétaire et garant du sens, on en a déjà parlé, conformément à l'étymologie, auctor, qui a aussi comme sens en latin garant, mais c'est sans doute pas si évident. Première réponse tout à fait sommaire et à vrai dire un peu bête, mais néanmoins très concrète, la littérature n'existerait pas sans lecteur. Et une lecture strictement contrôlée par l'auteur, privant donc le lecteur de toute liberté de pensée et, pourrait-on dire, de mouvement dans le texte, ce serait peut-être un totalitarisme. Barthes va plus loin, donc pour ceux qui ne connaissent pas Roland Barthes, c'est donc un critique littéraire qui a surtout exercé à partir des années 60, structuraliste, qui a été professeur au Collège de France. Et en 1968, Barthes publie un article qui a fait grand bruit, La mort de l'auteur, donc qui est reproduit dans Le bruissement de la langue, le 4e tome des Essais critiques. Barthes, dans cet article, dit « La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur ». Bon, on verra ce que ça veut dire exactement, mais la mort de l'auteur, ce serait renoncer, en première approximation, à son intention. Ce serait plutôt l'intention de l'œuvre, l'intentio operis en latin, voire ce qu'Umberto Eco appelle l'intentio lectoris, l'intention du lecteur qui l'emporterait. Je résume les problématiques que j'ai essayé de soulever dans cette introduction. Je pense que vous voyez à peu près où va se situer notre problème principal. Qu'est-on censé comprendre d'un texte ? Je pense que c'est la question la plus simple. Si on la développe un petit peu, qu'a-t-on le droit, voire que doit-on comprendre d'un texte ? Et si je la développe encore, faut-il s'appuyer sur l'intention de l'auteur ? Dans ce cas-là, on l'a vu, il y a un problème méthodologique. Comment on fait pour la déterminer ? Et même comment on définit l'auteur ? Est-ce que c'est l'auteur dans sa biographie? Est-ce que c'est une psychologie de l'auteur qu'on essaie de reconstituer à partir du texte? Est-ce que c'est une collection de journaux qui servent à le reconstituer? Ou alors est-ce qu'on doit s'appuyer sur le texte, rien que le texte, tout le texte, pour employer une métaphore un peu judiciaire?
ou alors est-ce qu'on doit donner au lecteur une licence absolue? Et on va essayer d'envisager ces hypothèses que vous voyez déjà dans le plan. Donc on va d'abord commencer par l'intention de l'auteur. On essaiera de voir ce que ça peut vouloir dire l'intention de l'œuvre. Le quatrième point rappellera peut-être des mauvais souvenirs à des anciens étudiants ou à des étudiants actuels de mathématiques. Est-ce qu'on laisse l'interprétation en exercice au lecteur comme un grand nombre de démonstrations dans les polis de cours ou dans les corrigés de TD. Et mon dernier point, ce sera un point peut-être un peu plus personnel qui est pas du tout sorti de nulle part. Je m'appuierai quand même sur de la critique, mais c'est une façon de conclure peut-être plus personnelle qui plaide, ou du moins propose une liberté en conscience du lecteur. Donc, on va commencer par aborder notre première hypothèse, notre premier candidat, qui est l'intention de l'auteur. Et 3 points. Alors, vous voyez, je ne vais pas faire un plan 3x3x3. Déjà, il y a 4 parties. Là, il y a 3 sous-parties, mais c'est un hasard. Premier point qu'on va voir, c'est le fait que l'intention de l'auteur, c'est une hypothèse qui est tout à fait naturelle entre droit d'auteur et responsabilité. Donc ça, je le mettrai après. Donc, c'est une hypothèse qui est tout à fait naturelle, en tout cas au XXIe siècle, parce que, comme vous le savez, dans la loi française, l'auteur a des droits et si j'ose dire, des devoirs, dans la mesure où il a un droit de propriété sur son œuvre, c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc, il décide de sa circulation, il décide bien sûr de sa publication, il peut protester contre des gens qui publieraient ce qu'il a écrit sans le citer. Il peut également protester contre des gens qui lui feraient dire ce qu'il n'a pas dit. Donc, le droit d'auteur, je pense que vous êtes familier de la notion. Toutefois, elle nous est très familière au XXIe siècle. Elle l'était beaucoup moins au Moyen-Âge, par exemple. C'est aussi pour vous donner peut-être une perspective historique on a parlé des scolastiques, etc. en introduction. Au Moyen-Âge, il faut vous dire que le droit d'auteur n'existe pas. Quand on regarde des romans de chevalerie, par exemple, on les réécrit beaucoup. Les copistes ne sont pas toujours fidèles. Les copistes vont avoir parfois tendance à ajouter des épisodes. Il y a un certain nombre de romans de chevalerie qui ne sont pas achevés et qui sont complétés par d'autres, qui sont écrits à plusieurs mains. Certaines versions vont reprendre des épisodes, en supprimer d'autres, en ajouter. Voilà, donc le texte médiéval n'est pas quelque chose de fixe, et il y a un grand nombre de textes aussi qui sont anonymes. Donc texte anonyme, c'est-à-dire texte sans droit d'auteur finalement. La notion n'existe pas dans l'Antiquité non plus d'ailleurs d'auteur, elle n'existe pas exactement. D'ailleurs, autre remarque étymologique, auctor ça vient d'augeo, le verbe augeo signifie augmenter, donc l'auteur c'est celui qui augmente, sous-entendu ce qu'a fait son prédécesseur. Vous voyez donc bien que cette idée d'un droit d'auteur, elle n'est pas intemporelle, elle entre dans un cadre précis, en fait, depuis à peu près la fin du XVIIIe siècle. C'est un auteur dramatique que vous connaissez bien, en tout cas dont vous avez au moins entendu le nom, qui est Beaumarchais, qui crée la Société des auteurs et compositeurs dramatiques en 1777, enfin peu importe pour la date, et qui décide de tout simplement défendre les droits d'interprétation, alors là au sens théâtral du terme, d'interprétation de ses œuvres et des œuvres des autres auteurs dramatiques. Au XIXe siècle, il y a une autre société qui est créée, la Société des gens de lettres, 1838, dont fait partie Balzac. Donc là, je pense que tout le monde connaît Balzac, et qui a plus ou moins la même vocation. Donc ça, c'est pour le droit d'auteur.
vous voyez que je mets aussi dans le titre responsabilité, parce que, et là, encore une fois, je pense que vous êtes familier de cette notion-là, on est responsable de ce qu'on écrit. Vous êtes écrivain, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, écrire strictement n'importe quoi. Si vous écrivez, par exemple, un pamphlet antisémite, comme Céline, c'est pas possible, parce que vous êtes responsable de ce que vous écrivez, et en l'occurrence, l'antisémitisme, c'est puni par la loi. Si vous décidez d'écrire, là, donc on est sur, on parle de choses qui semblent évidentes, puisque ça relève du délit, voire c'est du négationnisme. Il peut y avoir du négationnisme si on réfute des crimes contre l'humanité. Enfin voilà, on peut avoir du négationnisme. Donc ça peut paraître peut-être évident. Mais même dans la sphère privée, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de divulguer la vie privée de personnes vivantes sans leur autorisation. Donc un auteur, vous voyez, est responsable de ce qu'il écrit. Donc postuler l'intention de l'auteur, puisqu'elle implique des responsabilités et puisqu'elle donne des droits, le droit à la propriété intellectuelle, ça paraît l'hypothèse la plus naturelle. Puisque l'auteur a des droits sur son texte et puisque l'auteur est responsable de ce qu'il écrit, il paraît tout à fait logique de se reposer sur l'auteur pour comprendre ce qu'il a voulu dire. D'ailleurs, petite remarque, Platon s'inquiétait de cette idée d'un texte qui pourrait échapper à l'auteur. Platon, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous le savez, n'aime pas l'écrit. Il déteste l'écriture, enfin il déteste, c'est un peu fort, mais il est très opposé à l'écrit, non seulement parce qu'il estime que le fait d'écrire, ça nous incite à ne plus mémoriser. Je pense qu'on s'en rend bien compte, si vous comparez avec, je sors un peu du sujet, mais si vous comparez avec le XVIIe siècle, des gens comme Pascal ou même remonter avant à Montaigne, ces gens-là citent énormément de mémoire. Quand Montaigne écrit ses essais, la plupart du temps, il ne se lève pas pour aller prendre un livre dans sa bibliothèque, déjà parce que il a une bibliothèque énorme et beaucoup des livres sont revendus, parce que ça coûte cher. Beaucoup des livres ne sont pas immédiatement accessibles, ne sont pas à sa portée. Voilà, aujourd'hui, tout est très facilement trouvable sur Internet et on voit bien que la culture du par cœur a un peu disparu. Mais voilà, c'était une parenthèse. Donc Platon se méfie déjà de l'écrit pour cette raison, mais il s'inquiète aussi, c'est dans le Phèdre, du sens. Il dit l'auteur n'est pas présent dans son texte, il n'est pas là pour nous dire attention, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et alors là, pour le coup, j'avoue, je ne sais plus quelle traduction je cite, mais en tout cas, c'est pas la mienne. Il s'en inquiète en disant le texte s'en va rouler de droite et de gauche, donc sous-entendu il est divulgué, etc. Et puis l'auteur ne maîtrise plus ce que ça veut dire. Je mentionne ici le réquisitoire d'Ernest Pinard contre Flaubert. Donc vous savez, il y a 2 grands procès au XIXe siècle qui ont lieu la même année, contre Flaubert pour Madame Bovary et contre Baudelaire pour les Fleurs du Mal. On aurait pu mentionner le réquisitoire de Pinard contre Baudelaire, mais j'ai choisi celui de Flaubert. Et on peut noter peut-être déjà des choses intéressantes dans ce réquisitoire. Donc d'un autre côté, ne lire que les textes incriminés, c'est s'exposer à un reproche très fondé. On pourrait nous dire, si vous n'exposez pas le procès dans toutes ses parties, si vous passez ce qui précède et ce qui suit les passages incriminés, il est évident que vous étouffez le débat en restreignant le terrain de la discussion. Pour éviter ce double inconvénient, il n'y a qu'une marche à suivre et la voici, c'est de vous raconter d'abord tout le roman sans en lire, sans en incriminer aucun passage, et puis de dire, d'incriminer en citant le texte, et enfin de répondre aux objections qui pourraient s'élever contre le système général de la prévention. Donc on peut déjà noter une chose intéressante, c'est que certes, Flaubert va être tenu responsable de ses propos, c'est ce qu'on disait à propos de la responsabilité, on l'accuse de promouvoir l'adultère, de corrompre les âmes, c'est une offense à la pudeur et aux mœurs. Mais vous voyez bien que Ernest Pinard, tout avocat, tout procureur, alors je ne sais plus, c'est avocat royal, il me semble son titre exact, tout avocat royal qu'il soit, donne une précaution méthodologique importante. On ne peut pas faire dire à l'auteur n'importe quoi.
Et on ne peut pas décider de prendre seulement des extraits, donc on en revient à l'idée d'un droit d'auteur. On a bien les deux ici. Ah oui, alors j'ai oublié de mettre les espaces insécables pour les guillemets, donc c'est un peu moche, mais enfin, on s'en fiche. Deuxième citation qu'on peut peut-être mentionner. Le condamnerez-vous au nom de la conscience de l'auteur? Je ne sais pas ce que pense la conscience de l'auteur, mais dans son chapitre 10, le seul chapitre philosophique de l'œuvre, je lis la phrase suivante. Et bon, il cite une phrase qui l'incrimine. Donc, vous voyez, lui-même dit, on peut pas trop savoir ce que pense vraiment l'auteur, mais il relève quand même que il y a une phrase qui peut être gênante. Déjà, ça doit nous orienter vers le fait que c'est pas si simple, l'idée d'intention de l'auteur. Alors, deuxième point, qui et où est l'auteur? Alors, c'est une question qui peut paraître un peu étrange, mais je pense que la dernière citation d'Ernest Pinard le montre bien. Je ne sais pas ce que pense la conscience de l'auteur. Bah, oui, il faudrait interroger Monsieur Flaubert, qui pourrait toujours nous mentir d'ailleurs. Aujourd'hui, bon, il est mort et enterré, donc c'est un peu difficile, mais on pourrait essayer de lire ses journaux, on pourrait essayer de lire ses lettres, hein, il y a une correspondance très importante de Flaubert, et essayer de comprendre, mais au fond, on n'a pas la personne en face de nous, on n'est pas dans sa tête, donc juger de ses intentions, c'est un peu difficile. Donc, qui et où est l'auteur? Finalement, c'est peut-être pas si bête comme question. Alors, non, je ne vais pas parler tout de suite de Borges. Tout d'abord, il y a eu ce qu'on appelle au XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle, la naissance du biographisme, c'est-à-dire une critique. C'est la naissance de la critique littéraire moderne. Hein, en France, en tout cas, au milieu du XIXe siècle, c'est à peu près le moment de la naissance de la critique littéraire plus ou moins moderne. Et Sainte-Beuve, qui est un auteur qui a eu des tentations romantiques, on va dire, sans grand succès, est aussi un critique, et il sera bien plus connu pour son travail de critique, dit qu'on doit chercher dans l'œuvre des traces de la biographie de l'auteur, et inversement, on doit donc à la fois, on part du texte pour essayer de retrouver des éléments de biographie, mais surtout, on doit partir de la biographie pour trouver des éléments dans le texte. Donc la biographie est utilisée comme une espèce de crible, une série de critères, une grille de lecture qui permet de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, ce qui est... voilà, donc réponse la plus naturelle peut-être, mais ceux qui sont familiers de la critique littéraire savent bien qu'il y a une réponse très violente qui est proposée par Marcel Proust dans le Contre Sainte-Beuve, hein, qui est un ouvrage critique qui est en fait une réunion d'articles faite post-mortem, mais peu importe. Et en fait, dans le Contre Sainte-Beuve, dans un des articles du Contre Sainte-Beuve, Proust critique la méthode de Sainte-Beuve, mais critique là pas au sens de faire le commentaire, au sens de dénoncer ou de réfuter, et dit il invite à distinguer le moi de l'écrivain et le moi social. Et il dit on ne peut pas prendre le moi social, donc qui est manifesté dans la biographie. Par exemple, pour ceux qui connaissent la vie de Proust, Proust va sortir énormément dans la grande aristocratie. Il fréquente les cercles les plus mondains, enfin bon, vie sociale, moi social, qui pourrait paraître assez superficielle, mais ceux d'entre vous qui lisent ou qui ont lu Proust savent bien que le moi profond de Proust est anti-mondain en réalité. Hein. Bien sûr, le jeune Proust est très tenté par l'ascension sociale, moins ascension économique d'ailleurs que sociale. Hein. Il s'agit de s'intégrer au cercle aristocratique, pas à des cercles économiques. Proust, bien sûr, le jeune Proust est tenté par ces choses-là, mais au fond de lui, il y a une sensibilité artistique énorme, en désaccord total avec les opinions courantes dans les cercles aristocratiques, assez rétrogrades souvent en matière d'art. Donc, moi social,
très extraverti, ultra mondain, etc. Moi de l'écrivain, moi profond, moi de l'écrivain, plutôt anti-mondain et plutôt pour la retraite, en fait. Hein. C'est ce que fera Proust à la fin de sa vie, et c'est ce qu'on voit à la fin du Temps retrouvé. Proust a le choc, enfin le narrateur dans la recherche a le choc, il faut qu'il écrive et il se retire de tout ce qu'il appelle les futilités, c'est-à-dire le monde. Donc, on voit que la réponse de Sainte-Beuve, l'auteur, on le trouve dans sa biographie, elle est magistralement, bon, ça reste mon avis, hein, contrecarrée par Proust qui dit le moi social, il a souvent rien à voir avec le moi profond, qui est le véritable moi qu'on lit dans un livre. C'est le moi profond de l'auteur. Deuxième élément qu'on peut mentionner dans ce deuxième point, c'est dans une des fictions de... Alors, on dit Borges en français, je ne suis pas hispaniste, je pense qu'on dit Borges, mais je suis incapable de le dire correctement, donc on se contentera de Borges. De toute façon, je ne vous laisse pas le choix, je dirais Borges. Donc Pierre Ménard, auteur du Quichotte, c'est une des fictions de Borges. Le narrateur nous présente Pierre Ménard, qui serait un écrivain qui aurait écrit un certain nombre de textes, à la fois de critiques, à la fois et des textes fictionnels. Et bon, évidemment, Pierre Ménard n'a pas existé. Et on trouve cette phrase à la fin de la présentation de l'œuvre de Pierre Ménard assez étonnante. Cette œuvre, peut-être la plus significative de notre temps, se compose des chapitres 9 et 38 de la première partie du Don Quichotte et d'un fragment du chapitre 22. Je sais qu'une telle affirmation a tout l'air d'une absurdité. Effectivement, c'est absurde. Pierre Ménard, auteur du Quichotte, non. L'auteur du Quichotte, c'est Cervantes, c'est Miguel de Cervantes. Rien à voir avec Pierre Ménard. Donc Pierre Ménard qui se dit auteur des chapitres 9 et 38 de la première partie du Don Quichotte et d'un fragment du chapitre 22, c'est au mieux un illuminé, au pire, c'est un plagieur vraiment pas très malin. Donc, cette affirmation a tout l'air d'une absurdité. On comprend bien ce que veut dire par là le narrateur. Et on en apprend un peu plus sur ce Pierre Ménard. Il ne voulait pas composer un autre Quichotte, ce qui est facile. Il suffit de raconter l'histoire de Don Quichotte à votre manière. Hein. Vous allez lire le Don Quichotte de Cervantes et puis vous racontez Don Quichotte à votre manière, vous changez des épisodes si vous voulez, enfin bref, donc ça c'est facile. Mais le Quichotte, donc il veut écrire le Quichotte de Cervantes, une fameuse affirmation absurde. Inutile d'ajouter qu'il n'envisagea jamais une transcription mécanique de l'original, il ne se proposait pas de le copier. Son admirable ambition était de reproduire quelques pages qui coïncideraient, mot à mot et ligne à ligne, avec celles de Miguel de Cervantes. Bon, là, normalement, vous vous dites, il est vraiment illuminé. Oui, bon, il est illuminé, Pierre Ménard, mais c'est ça qui est intéressant. La méthode initiale qu'il imaginait était relativement simple, être Miguel de Cervantes. Bon, relativement simple, conceptuellement, oui, mais être Miguel de Cervantes quand on écrit au XXe siècle, c'est un peu difficile. Il ne pourra pas être Miguel de Cervantes. Mais il l'écarta, la trouvant trop facile. Bon. Alors, quelle est la méthode qu'il va choisir ? Quelle est la méthode qu'il va choisir ? J'affiche pas le point suivant. C'est de se mettre, c'est non pas d'essayer de se mettre dans la peau de Cervantes, parce qu'au début il se dit, je vais apprendre l'espagnol classique, je vais m'entraîner à parler espagnol classique toute la journée, je vais essayer de vivre la même vie que Don Quichotte, et puis ça va me faire écrire je vais essayer de vivre la même vie, que Miguel de Cervantes, de mener la même vie que Cervantes, et puis comme j'aurais vécu les mêmes expériences que je me serais pris pour Miguel de Cervantes, en gros que j'aurais eu un léger trouble de la personnalité, je vais finir par écrire la même chose que lui. Bon, vous voyez qu'on est aussi dans une forme de biographisme, on revient un petit peu aux idées de Sainte-Beuve. Mais il se dit que c'est trop facile, et il se dit, je vais essayer de vivre, de mener ma vie de Pierre Ménard, mais je vais essayer, avec mes propres expériences, d'être poussé à écrire Don Quichotte. Bon, très étrange, mais on admet que ça arrive, puisque les chapitres 9 et 38 sont écrits, et voilà ce qu'en dit le narrateur.
Le contraste entre les deux styles est également vif. Ah, bon, c'est très bizarre ça. Le contraste entre les deux styles est également vif. Pourtant, c'est 2 fois le même texte. Le style archaïsant de Ménard, donc archaïsant, c'est-à-dire qui paraît vieilli ou qui imite l'ancien, le style archaïsant de Ménard, tout compte fait étranger, pêche par quelque affectation, c'est-à-dire faire des manières, quoi. Il n'en est pas de même pour son précurseur, Cervantes, qui maniait avec aisance l'espagnol courant de son époque. Ben là, on a un élément très intéressant. C'est que même si on n'a pas la même biographie, on peut avoir le même texte, et un même texte, mais écrit par 2 auteurs différents, ça n'a plus du tout la même valeur. Parce que quand vous êtes Cervantes et que vous écrivez en espagnol classique, vous maniez avec aisance l'espagnol courant de votre époque. Cervantes écrit dans l'espagnol de son époque. Quand vous vous appelez Ménard, que vous viviez au XXe siècle et que vous écrivez mot à mot le Don Quichotte sans le recopier, et bien là, vous utilisez un style archaïque. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même à se préoccuper de l'auteur. Il faut quand même se préoccuper de l'auteur. Dernier point pour cette intention de l'auteur, et qui va... Je vois que le temps passe très vite. Bon, vous me direz s'il faut que j'accélère ou si on peut dépasser un peu. Mais dernier point, insuffisance ou menace, faut-il se débarrasser de l'auteur? Question un peu étrange. Je vous propose de lire un poème de Paul Valéry, qu'à titre personnel j'aime beaucoup, que j'ai découvert en col. C'était pas le meilleur moment de découverte, hein, mais je vous le lis. Tes pas, enfant de mon silence, saintement, lentement placés, vers le lit de ma vigilance, procèdent muets et glacés. Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux tes pas retenus. Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi sur ses pieds nus. Si, de tes lèvres avancées, tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre, et mon cœur n'était que vos pas. Donc, première interprétation la plus évidente, c'est que les pas sont ceux de la femme aimée, ou de l'homme aimé, mais là c'est Paul Valéry, donc c'est la femme aimée. Hein. Et on imagine assez bien la scène. C'est donc la femme aimée qui approche, et ce bruit des pas suscite une contemplation auditive parce que le bruit de ses pas évoque immédiatement la femme aimée. Vous savez que quand vous aimez quelqu'un, vous reconnaissez le pas de vos proches. A fortiori, quand vous entendez leurs pas tous les jours, vous allez reconnaître un certain rythme, etc. Ben voilà, c'est l'interprétation de base. On est quand même en train de lire un texte de poète, Valéry, qui a beaucoup écrit sur l'inspiration. On pourrait se demander si c'est pas l'inspiration qui est en jeu ici. Hein. T'es pas enfant de mon silence, bon, il cherche l'inspiration dans le silence, saintement, lentement placé vers le lit de ma vigilance. Donc on imagine l'auteur qui est en train d'écrire à sa table la nuit, qui cherche l'inspiration, procède muets et glacés. Bon voilà, tous les dons que je devine viennent à moi sur ses pieds nus. Donc l'idée d'une muse qui apporterait l'inspiration, les dons, hein, c'est le fait d'être enthousiaste, c'est-à-dire vous avez Dieu en vous, hein, en grec, c'est ça, hein, l'enthousiasme. On a aussi cette idée de nourriture, la douceur d'être et de n'être pas. Bon, en gros, c'est page blanche ou page écrite, hein, c'est comme ça qu'on pourrait le comprendre. Et car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas, on peut bien comparer ça au cheminement d'un poète. J'ai vécu de vous attendre, le poète, il attend quand même très souvent l'inspiration, il la cherche du moins, et mon cœur n'était que vos pas. Si on reprend l'idée du moi profond de l'écrivain qu'on a vu avec Proust, mon cœur n'était que vos pas, on peut l'associer à la fois au fait que toute l'attention du poète est tournée vers ses pas, mais aussi que c'est son cœur, c'est le cœur en réalité de l'écrivain qui fait le travail.
qui va être la source du texte littéraire. Voilà, c'est une interprétation qui, je pense, paraît crédible, qui a été faite par plusieurs critiques. Néanmoins, Valéry va vouloir reprendre le contrôle de ce texte et va dire mais vous y avez tous vu la figure de la muse, la figure de l'inspiration qui avance vers le poète, et lui dit je préfère n'y voir qu'un simple petit poème amoureux. Voilà. Donc ici on a peut-être une forme de menace de l'auteur dans la mesure où l'auteur qui dit non mais c'est pas ça du tout, vous voyez bien que ça menace la critique, ça menace tout un pan de la critique, mais on peut se demander si ça nous prive pas d'une part importante de l'interprétation, parce que quand on lit ça en poésie, il est assez difficile de ne pas penser à l'image de l'inspiration. Quand on est familier de la poésie, et surtout quand on lit ce texte plusieurs fois, en plus d'un charme, je me souviens plus de la citation de la formule latine qui ouvre le recueil, je m'en souviens plus, mais enfin, ça place le recueil est placé quand même sous le signe de l'inspiration, comme tout recueil de poésie, vous me direz. Dans ce contexte-là, on pense quand même très sérieusement à cette interprétation des pas comme métaphore de l'inspiration qui vient. Donc l'auteur peut sembler menaçant et il est parfois même insuffisant. Alors là, je pense que je ne l'ai pas reproduit, mais vous irez lire les colchiques d'Apollinaire dans Alcool. En fait, Apollinaire décide, une fois qu'il a envoyé ses épreuves à l'éditeur, donc son manuscrit à l'éditeur, quand il reprend les épreuves, il décide de supprimer toute la ponctuation. Et vous verrez que dans les colchiques, ça donne des phrases très ambiguës. La syntaxe est extrêmement déstabilisante. On ne sait pas quel complément il faut relier à quel verbe, on ne sait pas quel adjectif va avec quel substantif. C'est assez difficile de voir ce que l'auteur a voulu dire. Donc vous voyez que soit il peut être menaçant, l'auteur, c'est le cas de Valéry peut-être, soit il peut être insuffisant, c'est le cas d'Apollinaire qui décide sciemment de supprimer toute ponctuation. Alors, deuxième partie, l'intention de l'œuvre. On va voir assez vite ce que ça veut dire. Et premier temps, le texte, rien que le texte, tout le texte. Donc, pour paraphraser une formule un peu cliché des films policiers ou qui évoquent des procès. C'est une hypothèse qui est naturelle aussi. Notre première hypothèse naturelle, c'était on se concentre sur l'auteur, la vie de l'auteur, on regarde, puisque c'est lui le responsable, on se concentre dessus. La deuxième hypothèse naturelle, ce serait de dire, on va se concentrer sur, on va se concentrer sur le texte, rien que le texte, tout le texte. Donc tout le texte, on en a déjà parlé un peu, quand on a parlé du procès de Flaubert, on ne se concentre on va se concentrer sur tout le texte, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble et on ne va pas simplement isoler des fragments. Bon, ça peut paraître une précaution méthodologique utile, puisqu'on peut faire dire à peu près n'importe quoi à un texte si on décide de sélectionner un mot une fois de temps en temps. Vous pouvez faire dire absolument n'importe quoi, entre guillemets, en mettant des crochets et des points de suspension. Si vous vous amusez à faire du découpage, si vous lisez avec des ciseaux, comme dirait Céline, vous pouvez faire raconter n'importe quoi à un texte. Donc tout le texte, ça semble évident. Rien que le texte. On a vu que c'était un peu difficile de définir ce que c'était que l'auteur, on a vu que c'était difficile de comprendre ce que voulait dire l'auteur, donc on va décider de se concentrer que sur le texte, et d'ailleurs c'est souvent ce qu'en tant qu'élève ou ce qu'en tant que lecteur on essaye de faire, ou on demande, c'est on dit bon, on arrête les élucubrations, là on arrête de commencer à dire qu'il y a un sous-entendu sexuel là où il n'y en a pas, c'est pas écrit dans le texte. Voilà, c'est ça qu'on dit souvent. Donc hypothèse naturelle, mais qui pose problème quand même à un titre qui est celui du sous-entendu, dont on a déjà parlé en introduction, et je vais enfoncer le clou. Ce sous-entendu, il peut aussi être lié à ce qu'on appelle, ce que José Luis Diaz a appelé les scénographies auctoriales, c'est-à-dire la mise en scène de l'auteur.
en fait, il est assez courant qu'on ait ce qu'on appelle un auteur textuel dans un livre. C'est le cas pour ceux qui sont en prépa scientifique des liaisons dangereuses, dans lesquelles vous avez au tout début une note de l'auteur, une note de l'éditeur aussi d'ailleurs, mais qui est aussi évidemment écrite par Choderlos de Laclos. Enfin par Laclos, cet avis de l'éditeur et cet avis de l'auteur sont une posture, c'est une façon de se mettre en scène. Et vous savez bien que quand vous mettez en scène, par définition, vous êtes en train de jouer un rôle, et encore une fois, par définition, quand vous jouez un rôle, vous n'êtes pas vous-même. Donc, se concentrer sur le texte, rien que le texte, vous voyez bien que ça va varier en fonction du rôle que choisit d'adopter l'auteur. Et encore faut-il que l'auteur soit dans le texte, parce que dans certains textes, vous avez un narrateur, mais rien ne vous permet d'associer le narrateur à l'auteur. Premier problème. Deuxième problème, l'idée d'une lecture linéaire. Si vous, qui est la méthode de lecture la plus naturelle, si vous lisez un livre de façon linéaire, bon, vous pouvez avoir une mémoire, mais vous avez une mémoire, je l'espère pour vous, une mémoire vive, si j'ose dire, suffisamment efficace pour avoir en tête ce que vous avez eu à la page d'avant. Bon, c'est nécessaire à la compréhension quand même, mais ça peut être utile, et c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs à mettre en œuvre sur des romans qui sont énormes. Si vous avez déjà lu Dostoïevski ou Tolstoï, il y a des personnages de partout, c'est immense. Il est courant qu'il faille faire une fiche avec les noms des personnages pour s'y repérer. Mais si vous lisez Proust, pardon de revenir encore à Proust, il y a toute une série de scènes qui s'appellent entre elles. La grande idée de Proust, c'est la mémoire involontaire, c'est le temps incorporé, donc c'est le passé qui d'un coup ressurgit dans le présent de telle sorte qu'il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir, il y a juste l'essence d'un moment qui est intemporel. Quand Proust se rappelle telle ou telle scène, il va pas forcément vous dire « Rappelez-vous, 3 tomes avant, je vous avais parlé de ça. » Non, il faut que vous vous en souveniez. Et c'est tout l'enjeu de l'écriture proustienne, d'ailleurs, à propos de la mémoire, c'est de compter sur la mémoire du lecteur. Et le plus souvent, quand on lit Proust pour la première fois, quand on adopte une lecture linéaire, on ne peut pas se souvenir de tout. Je vous donne un exemple parce que là, c'est peut-être un peu abstrait pour ceux qui lisent pas Proust ou qui ne l'ont pas encore lu, parce que je vous invite vivement à le faire, même si c'est difficile, en tout cas au premier abord. Le narrateur perd sa grand-mère dans le 3e tome, mais avant, dans le 2e tome, il part dans une station balnéaire avec elle, qui s'appelle Balbec, enfin peu importe. En fait, le narrateur est comme Proust asthmatique. L'asthme, ça se soigne pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui, hein. On connaît assez mal, et puis souvent on meurt pendant une crise. C'est beaucoup moins bien traité qu'aujourd'hui. Bref, le narrateur est très malade, il a souvent besoin d'aide, etc. Et notamment, sa grand-mère, s'agenouille un moment pour lui lasser ses bottines. Elle lui fait ses lacets. Bon. Et le narrateur insiste sur ce passage-là, il nous détaille ce moment-là. Et quand on passe pour la première fois sur ce passage, on se dit, bon, soit. C'est beau, ça a une certaine poésie. L'idée de cette grand-mère très dévouée qui est toujours au chevet de son petit-fils. Mais bon, on se demande un peu l'intérêt de ce passage. L'illumination, elle vient même pas au tome suivant, c'est-à-dire chez Proust environ 600 pages plus loin. Elle ne vient même pas au tome suivant, qui marque la mort de la grand-mère. Elle vient encore au tome d'après, donc 2 tomes plus loin, au moment où le narrateur se penche pour faire ses lacets, et d'un coup, il sent, je suis sûr que vous avez déjà vécu ça, hein, il sent la même chose qu'il a senti peut-être 2 ans auparavant. Il sent exactement la même chose et il se dit « Mais oui, ce que je suis en train de vivre, c'est ce que j'ai déjà vécu quand ma grand-mère laçait mes bottines. »
Donc, soit vous vous souvenez de ce passage-là, et vous comprenez vous rendez compte de la communication qu'il y a entre les deux passages, soit vous vous souvenez pas, parce que c'est quand même au moins 1000 pages avant, hein, selon l'édition que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de vous souvenir, on peut pas forcément le supposer. Mais vous en souvenez pas et vous perdez quelque chose. Et puis, surtout, là, c'est dans le sens linéaire, mais si vous vous contentez de ces lectures linéaires et que vous ne relisez pas, vous perdez aussi un truc, c'est que quand vous lisez le premier passage, le moment où c'est la grand-mère qui lui lasse les bottines, alors qu'elle est encore vivante, bien sûr, elle aurait du mal à le faire une fois morte, quand vous relisez À l'ombre des jeunes filles en fleurs et qu'il y a ce passage où la grand-mère se penche pour lui faire ses lacets, bah là, vous vous rendez compte de tout ce qui se met en place, parce que vous savez que 2 tomes plus loin, il va y avoir la réminiscence de cet épisode et que ça va avoir une importance capitale. Et c'est là que vous profitez vraiment du texte. Donc, le texte, rien que le texte ou le texte, on voit que ça marche pas très bien. Parce que déjà, on a le problème de la scénographie octoriale, pour reprendre les mots de José Luis Diaz. Et en plus, on a le problème d'une lecture linéaire naturelle qui ne fonctionne pas. Il faut au moins une relecture. Pour certains cas, il faut reprendre des thèmes, etc. C'est l'enjeu du deuxième point, sur forme et signification, qui est le titre d'un ouvrage de Jean Rousset. Je vais passer un peu vite, mais le but de Rousset, en fait, c'est de faire ce que vous devrez faire, ou ce que vous devriez faire en commentaire composé, mais à une échelle macroscopique, à l'échelle du roman dans son ensemble. Vous savez que quand vous faites un commentaire, quand vous avez fait des commentaires, vous ne pouvez pas vous contenter de prendre des éléments à droite à gauche et dire, bah voilà, ça c'est le champ lexical de je sais pas quoi et ça veut dire je sais pas quoi. Vous pouvez pas vous contenter, ou plutôt, bon là c'est déjà un peu plus évolué, mais vous pouvez pas prendre un seul mot et dire, bah il y a ce mot-là, donc ça veut dire ça. Un exemple que j'emprunte à ma professeure de lettres modernes de l'année dernière et d'il y a 2 ans, qui s'appelle l'exemple de l'omelette forestière. Si vous lisez un texte un petit peu champêtre, etc., enfin, qui vous parle de la campagne, c'est pas parce que vous relevez dans le texte les mots œuf, les mots champignons et le mot fromage que vous avez affaire à une recette d'omelette forestière. Ça dépend complètement des phrases. Évidemment, si vous ouvrez un livre de recettes et que vous voyez œufs, champignons, je sais pas quoi, peut-être que vous allez vous dire qu'effectivement c'est la recette de l'omelette forestière. Et bingo, si vous lisez le titre, ah bah oui, c'était bien l'omelette forestière. Bon. Mais si vous prenez un texte littéraire, encore une fois une scène champêtre, voilà, c'est pas parce que vous lisez les mots œuf, qui pourrait très bien être tout simplement une description du poulailler d'à côté, le mot champignon parce qu'il y a une balade en forêt, et le mot cuisine parce que je sais pas, il y a un des protagonistes qui est commis de cuisine. C'est pas parce que vous avez ces 3 mots que vous avez affaire à une omelette forestière. Bah, le projet de Jean Rousset, c'est d'étendre ça à l'œuvre complète, à l'échelle d'un roman, voire à l'échelle de l'œuvre complète d'un auteur. Et il dit qu'il faut, je cite, saisir des significations à travers des formes, dégager des ordonnances et des présentations révélatrices, déceler dans les textures littéraires ces nœuds, ces figures, ces reliefs inédits, bon, etc., etc. Dernière phrase que je retiens de lui, l'art réside dans cette solidarité d'un univers mental et d'une construction sensible, d'une vision et d'une forme. Donc ça vous parle peut-être plus, parce que on a cette idée, c'est assez galvaudé comme idée, on entre dans l'univers d'un auteur, etc. Bah, c'est ce que défend Rousset. Puisqu'on entre dans l'univers d'un auteur, il faut essayer de tout mettre en relation. Donc, vous voyez bien que en fait, c'est moins l'univers d'un auteur que l'univers créé par un auteur, et donc que c'est bien l'intention de l'œuvre qu'on est en train de peser. On essaye de faire jouer les... bon, là je reprends des termes de Rousset, les identités, les correspondances, les similitudes, les oppositions, les reprises, les variations, enfin bref, tous les motifs qui vont se déployer dans une œuvre pour essayer de lui donner un sens, pour construire un sens. Vous voyez bien qu'on n'est plus tout à fait sur l'intention de l'auteur, liée à sa biographie, etc. Donc l'auteur a-t-il voulu dire cela ? Bah, peut-être qu'il ne l'a pas voulu, mais en tout cas, c'est l'effet que ça produit. Et
Et vous voyez bien que pour ça, pour accéder à ce que Rousset appelle une lecture féconde, la transition est magnifique, il faut un lecteur. Alors, première chose, questionnement de cette partie, l'interprétation, est-ce qu'elle est laissée en exercice au lecteur en gros, quel est le rôle à jouer du lecteur? Bon, premier point, l'auteur peut jouer avec son autorité ou son... Alors, autorité, ça n'existe pas, hein, c'était pour le jeu de mots. L'autorialité, on dirait, mais le mot lui-même est pas au trésor de la langue française, hein, donc on l'emploie souvent, mais il existe en réalité. C'est un néologisme technique, on va dire. Donc, jouer avec l'autorité, l'autorialité et responsabiliser le lecteur, c'est une stratégie qui peut être adoptée par l'auteur. Repenser aux liaisons dangereuses, voilà, j'ai trouvé ces lettres, je ne fais que les publier, etc. Vous voyez bien qu'il y a une façon de jouer avec l'autorité dans la mesure où il dit c'est pas moi qui les ai écrits, donc c'est pas moi qui en suis responsable. Vous voyez bien ce que ça signifie légalement. Hein. Si jamais on pouvait trouver des choses immorales là-dedans, je ne suis pas responsable, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et finalement, ça peut aller plus loin. Je pense au roman libertin, par exemple. Et on en reparlera. On peut en parler avec quelqu'un qui s'appelle. Alors, j'ai pas donné son nom dans le Beamer, donc c'est Frédéric Tinguely, Tinguely, pour ceux qui voudraient le nom, Tinguely, dans un ouvrage qui s'appelle La lecture complice. Ça peut être de responsabiliser dans le roman libertin. Vous savez, le roman libertin, c'est condamné par l'Église, c'est condamné par la censure, etc. Il va s'agir de jouer sur l'interprétation en disant mais c'est pas moi le pervers. Le pervers, c'est celui qui est en train de lire. C'est-à-dire, si vous trouvez qu'il y a une métaphore sexuelle dans mon texte, c'est pas moi le tordu. Moi, j'ai pas voulu mettre de métaphore sexuelle, c'est vous le tordu. Donc il y a un certain nombre d'auteurs libertins au XVIIe siècle avec le libertinage érudit, au XVIIIe bien sûr avec l'abbé Prévost et puis avec Laclos. Il y a ces jeux-là de responsabiliser le lecteur. Et c'est peut-être encore plus difficile avec des auteurs comme Rabelais, qui, dans le prologue du Gargantua, sont extrêmement sibyllin. Je ne sais pas si c'est sibyllin le mot que je veux vraiment employer. Obscur, du moins. J'ai un doute sur le sens de sibyllin, donc on va dire obscur. Je pense que sibyllin, ça veut même dire d'une clarté absolue, donc je retire sibyllin. C'est assez difficile de comprendre ce que veut dire Rabelais. Déjà, il y a un certain nombre, alors je ne sais plus si c'est dans le quart livre ou si c'est dans le tiers livre, il faudrait regarder, mais il y a des énigmes il y a une énigme qui n'est pas résolue. On nous en explique jamais le sens. Mais en plus, Rabelais, dans le prologue du Gargantua, vous irez voir, joue complètement sur l'interprétation qui peut être faite de son livre. Et il joue aussi avec l'idée, en gros, c'est vous qui décidez du sens que vous voulez donner. Deuxième point, l'idée d'une œuvre ouverte, qui est dans le prolongement de ce qu'on vient de dire. Donc on la doit au critique et écrivain italien Umberto Eco, que vous connaissez peut-être pour Le nom de la rose. Il y a eu un très beau film avec Sean Connery. L'œuvre ouverte, l'idée d'Eco, l'idée d'œuvre ouverte selon Eco, c'est que l'œuvre, c'est quelque chose qui est ouvert, c'est-à-dire, qui est ouvert à l'interprétation, c'est-à-dire qui peut faire l'objet d'une interprétation plus ou moins libre. Hein. Eco va fixer des règles qu'on verra en partie dans la sous-partie suivante. C'est de laisser une certaine liberté au lecteur, c'est-à-dire que l'auteur n'a pas forcément voulu tout dire, mais quand on regarde le texte, on ne peut pas s'empêcher de penser à telle chose, on ne peut pas s'empêcher de projeter tel sens, et surtout, il peut y avoir des lapsus. Hein, si on fait, alors j'en ai pas parlé, j'aurais pu, en première partie d'une lecture psychanalytique, il y a une critique psychanalytique ou une critique psychologique, ça a été un vrai courant critique. Il peut y avoir des lectures sociologiques, bref.
Il peut y avoir donc des lapsus, en quelque sorte, et puis il peut y avoir des choses dont l'auteur pensait pas qu'elles y seraient, mais qui y sont, en particulier, si on fait une critique de la réception, qui est liée à l'époque à laquelle on lit. Je prends par exemple Balzac, qui est très enseigné au lycée, à juste titre, me semble-t-il, hein, je ne dis pas le contraire. Si vous prenez Balzac, vous lisez le Père Goriot, par exemple. Vous lisez le Père Goriot et vous vous dites, mais quand même, c'est terrible, ces étudiants qui galèrent, puis quel monde horrible, etc. Puis en plus, le Père Goriot, il est obligé de se saigner aux quatre veines pour subvenir aux besoins de deux aristocrates. Voilà, voilà, voilà. Et vous vous dites, de votre 21e siècle, habitué aussi aux pamphlets, etc., hein, vous vous dites, bah, peut-être que c'est un roman à thèse et que Balzac a pour but de faire une critique de la société. Bah, quand vous pensez quand vous penchez sur la vie de Balzac, vous apercevez que une critique sociale, c'est pas très cohérent avec le personnage. Hein. Le personnage, il est ultra royaliste, légitimiste. Hein. Il est très conservateur. Et même si lui-même galère financièrement pendant une bonne partie de sa vie, Balzac ne cherche pas à faire une critique sociale. En tout cas, ça ne correspond pas à ses idées politiques. Pourtant, on ne peut pas s'empêcher, quand on lit le Père Goriot, quand on lit L'Assommoir, L'Assommoir c'est Zola, pardon, quand on lit, quand on lit le Père Goriot, ou quand on lit Illusion perdue, quand on lit enfin, Illusion perdue, c'est pour les auteurs qui galèrent à se faire reconnaître. On peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une dimension sociale. C'est complètement différent, et voilà pourquoi je pense à l'Assommoir, de Zola, qui va assumer cette dimension sociale et politique. Pourtant, c'est intéressant, et ce serait dommage de se priver de cette interprétation-là. Donc voilà ce que peut vouloir dire Eco. Et Montaigne, c'est la citation que je vous avais mise, il me semble, hein, dans le descriptif de la conférence. Montaigne plaide pour un ajout du sens par le lecteur. Il dit qu'un suffisant lecteur, c'est-à-dire un lecteur habile, dans la langue du XVIe, un suffisant lecteur, c'est un lecteur habile, un lecteur compétent. Un lecteur compétent va découvrir des richesses nouvelles dans le texte. Et c'est, enfin, comment ne pas être d'accord avec Montaigne là-dessus? C'est ce qui fait la richesse de la littérature. On en revient à cette idée de totalitarisme. Si jamais c'était l'auteur qui disait « je veux être compris comme ça, etc. » et je veux diriger toute l'interprétation et je veux être compris que d'une seule manière, bah, vous êtes dans une espèce de totalitarisme littéraire, bon, l'expression est un peu galvaudée, au pire, au mieux, vous êtes dans un tract politique, quoi, ou tout simplement dans un manuel d'utilisation. Je suis pas sûr qu'une notice de sèche-linge ce soit de la littérature. En revanche, un roman dont il est difficile de percevoir le sens, dont on peut se questionner, grande question qui a occupé la critique. Est-ce que l'auteur, donc Stendhal, du Rouge et du Noir, donne raison à Julien Sorel ou a pitié de Julien Sorel? La grande question, on ne sait pas. Est-ce qu'on doit donner raison à Julien Sorel à la fin? Est-ce que le lecteur doit lui donner raison? C'est un cas de conscience. C'est au lecteur de se faire son avis. Et ça relève déjà de l'interprétation. Se faire son avis et se demander l'avis que pouvait bien avoir l'auteur, vous vous rendez bien compte que si vous dites en troisième partie d'un commentaire un plaidoyer pour, vous êtes en train de supposer une intention à l'auteur qui est peut-être pas la sienne, mais au fond, c'est peut-être pas si grave. Néanmoins, il faudrait quand même fixer des limites. Et là, je prends un exemple assez célèbre, qui est l'exemple de Lolita de Nabokov. Donc Nabokov, c'est un auteur d'origine russe, il me semble naturalisé américain, qui parlait très bien français, hein, du reste, qu'on peut entendre dans des interviews avec Bernard Pivot, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si vous connaissez l'histoire, au moins juste la grande idée de Lolita. Lolita, c'est une adolescente, hein, très très jeune,
qui est courtisée, et plus que courtisée, hein, elle a des relations sexuelles avec un homme assez âgé. Bon, problème moral évident, hein, bien sûr, mais là, on n'est pas là pour dire quels sont les crimes et délits commis dans Nabokov, mais ça a son importance de préciser ce contexte. On a pu attribuer à Nabokov l'idée d'une complaisance envers la pédophilie. On a pu lui attribuer cette pensée-là, et on a pu dire Nabokov, c'est un dégueulasse, il se complaît dans la description de la pédophilie, etc. Un petit peu, si vous pensez à une affaire judiciaire récente, à Gabriel Matzneff, qui, pour le coup, racontait des histoires que lui-même avait vécues, avec des adolescentes, donc des mineurs, alors que lui avait une quarantaine d'années. Hein, c'est pas du tout la même chose, parce que Matzneff, il racontait déjà des histoires qu'il avait vécues, donc la question de l'intention de l'auteur, je veux dire, elle se posait pas trop, hein, on savait qu'il l'avait fait, et qu'a priori, ça le dérangeait pas trop parce qu'il a récidivé un certain nombre de fois. Pour ce qui est de Nabokov, c'est déjà pas une histoire vécue, hein, c'est une histoire qu'il invente, mais surtout, Nabokov s'est défendu dans une interview chez Apostrophe, donc, qui était l'émission de Bernard Pivot, en disant mais on m'accuse de me complaire dans la description de ce vieillard libidineux, mais en réalité, non. Moi, ce que j'essayais de transmettre, et je pense qu'il est sincère, hein, et quand on lit Lolita, ça a du sens de le prendre comme ça. Il dit, j'essaye de faire passer par le style l'idée qu'il est fou, qu'il est malsain, qu'il y a quelque chose d'extrêmement malsain qui se passe dans cet homme, et que évidemment ça se ressent dans les faits puisqu'il commet des faits qui sont répréhensibles à la fois moralement et judiciairement. Voilà, donc liberté, oui, mais il faut fixer des limites pour éviter que ça tourne à la licence. Et là, je cite de nouveau Frédéric Tinguely dans La lecture complice, parce que si on commence à dire oui, mais est-ce que l'auteur voulait dire ça? Oui, mais il peut faire du second degré. Oui, mais voilà, on peut à nouveau faire dire n'importe quoi. Voilà ce que dit Frédéric Tinguely. Le lecteur complice, c'est celui, donc là je cite, celui qui parvient à s'inscrire dans le prolongement de l'œuvre, lui confère un surplus de sens sans pour autant lui faire violence. Et je trouve que c'est un excellent résumé de l'attitude que peut avoir le lecteur pour éviter d'outrepasser les limites de l'interprétation. Il faut s'inscrire dans le prolongement de l'œuvre. Donc on revient un petit peu à ce que disait Rousset avec les systèmes, vous savez, les formes et significations, les systèmes interprétatifs qu'on peut construire, les réseaux. Voilà. Et donc prolongement de l'œuvre et surplus de sens sans pour autant lui faire violence. Si vous commencez à prendre par exemple Proust, qui était un Dreyfusard, dont la mère, me semble-t-il, était juive. Si vous essayez de montrer Proust comme un antisémite, ça marche pas des masses. Bien sûr, si vous prenez le côté de Guermantes, il y a des éléments qui pourraient pousser vers une hypothèse que Proust est antisémite, parce que Proust décrit une société antisémite. Vous voyez qu'on en revient un petit peu au biographisme, parce qu'il faut peser quand même un petit peu par rapport à la biographie, la crédibilité de telle ou telle thèse. Donc, quand on regarde le côté de Guermantes, certains passages du côté de Guermantes, ça peut parfois être très violent, parce qu'il parle de l'affaire Dreyfus, les milieux aristocratiques qu'il décrit sont la plupart du temps anti-Dreyfusards, donc le côté de Guermantes est un roman, en quelque sorte, des anti-Dreyfusards. Mais si vous regardez le tome suivant, prolongement de l'œuvre, donc Sodome et Gomorrhe, si vous regardez la vie de Proust, donc là, on revient à l'idée d'un biographisme très atténué quand même. Là, vous vous rendez bien compte que Proust antisémite, ça marche pas. Il y a eu un livre, Proust, le côté juif, je crois que c'est Antoine Compagnon qui est paru là-dessus d'ailleurs. Et enfin, dernier temps plus personnel, pour une liberté en conscience du lecteur. Bon, je passe rapidement sur les droits du lecteur de Daniel Pénac, que certains connaissent peut-être, qui sont exprimés comme un roman. J'en ai retenu que quelques-uns, et vous allez voir que c'est lié à notre question. Le droit de sauter, donc Pénac exprime des droits confère des droits au lecteur, le droit de sauter des pages,
le droit de lire n'importe quoi. Alors là, je vais user de ma liberté de lecteur pour dire que c'est n'importe quoi au sens lire un manga, comme lire une BD, comme lire un roman policier, comme lire de la littérature classique, mais aussi lire ce qu'on a envie de lire, entre guillemets. Comme on entend ce qu'on a envie d'entendre, bah là on lit ce qu'on a envie de lire. Le droit au bovarisme, dont on n'a pas parlé mais dont on aurait pu parler, que Daniel Pénac qualifie avec beaucoup d'humour de maladie textuellement transmissible. Le bovarisme, c'est le fait de se projeter trop dans les personnages et de croire d'être saisi par l'illusion de la littérature, en quelque sorte, se laisser emporter, de croire que tout ce que raconte la littérature est vrai. Bon, ça rend très malheureux, hein. C'est ce qui arrive à la pauvre Emma Bovary dans le roman de Flaubert. Elle croit trop à ce qui se passe dans les livres et bon, ça tourne assez mal. Le droit de lire n'importe où, alors parce que vous vous rendez bien compte aussi que la lecture, selon l'endroit, et là je vais élargir au cadre temporel, selon l'endroit et le moment où vous lisez, d'ailleurs il y a n'importe quand, il me semble dans les droits, je l'ai peut-être pas mis. Non, je l'ai pas mis. Il y a peut-être n'importe quand. Mais vous voyez bien que ça va aussi changer votre interprétation. Et à un moment de votre vie aussi, il y a des livres qui vont avoir aucune résonance quand vous allez les lire à 15, 20, 30 ans, 50 ans, et qui en auront peut-être une autre bien plus tard, ou un peu plus tard. À l'inverse, il y a des livres qui auront eu une grande résonance pour vous quand vous aviez 15 ans, ou voilà, et 10 ans plus tard, c'est fini. Je pense à la littérature romantique, par exemple, ça fait souvent ça. On lit Musset quand on a 15 ans, on lit On ne badine pas avec l'amour, c'était mon cas, en quatrième. On lit On ne badine pas avec l'amour, on dit oh là là, c'est magnifique, on ne badine pas avec l'amour, c'est vraiment la quintessence de l'amour. Voilà. Et puis, bon, Musset, on s'en remet, quoi. Je dois avouer que ça me fait beaucoup rire maintenant. Donc, le droit de lire n'importe où et n'importe quand, ça fait aussi partie de la liberté interprétative. Là, on sort un petit peu du cadre de l'interprétation stricto sensu, mais je pense que c'est important de le rappeler. Et enfin, le droit de grappiller, c'est-à-dire, alors on avait dit oui, il faut pas faire dire à un auteur ce qu'il n'a pas dit en prenant des passages isolés, etc. Mais Pénac dit, après tout, on peut très bien ouvrir un livre et lire que des passages, et de là, construire une interprétation. Je ne vous incite pas à faire ça dans un commentaire de texte, bien sûr, pour les lycéens, mais pour vous dire que ça peut aussi produire des choses intéressantes. Et j'y viens tout de suite avec les deux derniers points. Tout d'abord, lire contre l'auteur, donc c'est le titre d'un colloque organisé par Sophie Rabault, qui est une professeure de littérature en 2009. Un colloque assez intéressant, hein, d'ailleurs. Et je vais citer son point de départ, c'est un truc assez drôle. C'est Rousseau, qui déteste le théâtre, hein, enfin, qui adore détester le théâtre et qui déteste adorer le théâtre. L'expression est galvaudée, mais enfin, c'est vrai. Rousseau trouve que le théâtre est immoral, qu'il pervertit les gens, bon, bref. Et Rousseau critique Molière en disant « Molière n'a pas saisi le personnage du misanthrope ». C'est quand même fou. Il faut un sacré culot. Vous êtes en train de dire que un auteur n'a pas saisi son propre personnage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous imaginez, vous arrivez avec... vous écrivez un roman, et il y a quelqu'un qui débarque, alors vous ne le connaissez pas parce que c'est un siècle plus tard, qui débarque et qui vous dit « mais c'est n'importe quoi ce que tu écris, tu parles d'Alceste, mais Alceste ne devrait pas du tout être comme ça. » Pourquoi pas, enfin, c'est une création de papier, c'est l'auteur qui l'a voulu, alors pourquoi il en serait autrement ? Bon. Donc c'est le point de départ de Sophie Rabault, c'est cette remarque de Rousseau qui estime qu'Alceste en fait n'est pas conforme Alceste n'est pas un personnage cohérent. C'est ça que Rousseau reproche plus ou moins à Molière. Et alors je vais pas citer davantage la participation de Sophie Rabault, mais je vais citer celle de Laure Despréaux, qui s'appelle « Qui même me contredise ». Si le dossier d'instruction reste intouchable, l'œuvre, que toutes les pièces à conviction sont disponibles, le lecteur contractorial, c'est-à-dire celui qui proposition contre l'auteur, ne peut occuper que la place de l'avocat, qui, aussi convaincu soit-il de la validité de son interprétation, ne peut que laisser la décision au juge, son lecteur, la communauté de lecteurs à laquelle il s'adresse,
Cette décision étant elle-même soumise au prochain juge en cas d'appel. J'aime beaucoup cette métaphore qui dit que le texte propose une espèce de procès dans lequel on doit prendre parti. Et vous voyez qu'on retrouve aussi ce qu'on a déjà dit sur l'idée d'instruction d'un dossier. On retrouve les idées de Rousset, forme et signification, voilà. Et on retrouve l'idée d'une posture octoriale particulière, l'idée d'un rôle du lecteur à jouer, qui ici à la place de l'avocat. Laure Despréaux dit pas tout le monde a raison, quelle que soit l'interprétation qui est faite. Laure Despréaux dit que c'est la position dans laquelle se trouve le lecteur, qu'a priori, si on prend le contre-pied de l'auteur, on dispose de bons éléments pour le faire. Rien ne nous interdit de le faire. Voilà ce que dit Laure Despréaux. Et enfin, dernier point, de l'impossibilité d'être un lecteur fidèle à l'éloge du mauvais lecteur. Donc, c'est le titre d'un ouvrage paru très récemment aux éditions de Minuit, je pense que c'est 2022, de Maxime Decoux, qui est pareil professeur de littérature, du moins critique littéraire. Alors, on revient à Don Quichotte, mais est-ce que c'est innocent? Non, je pense qu'en fait, Maxime Decoux pense aussi à la nouvelle de Borges. Si Don Quichotte avait su mieux lire, toute la phase de la mauvaise lecture aurait changé. Parce que vous savez que Don Quichotte, c'est un peu pareil que Madame Bovary. Il lit des romans de chevalerie, il s'imprègne de romans de chevalerie, et Don Quichotte, il a qu'une seule envie, c'est de devenir un chevalier. Et en fait, il se retrouve assez ridicule. Enfin, vous savez, il a une jument qui est plus une carne qu'un cheval. Il se bat contre des moulins à vent, Dulcinée. Bon, bref, rien ne va. C'est ridicule. C'est d'autant plus drôle. Et voilà ce que dit Maxime Decoux. Imaginons la scène rien qu'un instant. C'est-à-dire, imaginons que Don Quichotte n'ait pas lu de travers les romans de chevalerie et imaginons qu'il n'y ait pas cru, en fait. Pas d'Hidalgo, c'est-à-dire de rien à voir avec Anne Hidalgo. L'Hidalgo, c'est le héros du roman picaresque. Le roman picaresque, c'est un roman de chevalerie détourné, pour faire simple, dans lequel le héros est un peu ridicule parce qu'il se prend pour un chevalier. En fait, il va de mésaventure en mésaventure. Pas d'Hidalgo, à la triste figure, mais un homme qui méprise les fadaises des romans de chevalerie, qui se rallie au curé et participe aux autodafés des livres. Une aventure de la bien-pensance dont on ne parlerait plus, assurément. Si Don Quichotte avait su mieux lire, c'est la phase de la lecture elle-même qui aurait été changée, et cela avec quelques siècles d'avance. On arrive à l'idée d'une lecture totalitaire. Bon, Maxime Decoux, je ne connais pas sa pensée politique et je ne chercherai pas à l'interpréter. Je ne sais pas s'il met derrière bien-pensance d'autres idées politiques, je ne commenterai pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que effectivement, si on plaide pour une lecture univoque, il n'y a pas de Don Quichotte, et en fait, il n'y a pas d'intérêt à la littérature, parce qu'on s'aperçoit que la littérature n'est pas source de vie, elle n'est pas source d'activité, elle est source d'un sens imposé, et donc plutôt de quelque chose qui nous orienterait soit vers l'uniformité, soit au pire vers le totalitarisme. Et enfin, la mauvaise lecture, voilà l'éloge du mauvais lecteur. La mauvaise lecture vous pousse à vous préoccuper de la manière dont l'œuvre vous affecte et vous fait penser, tout comme de la manière dont vous pouvez affecter le texte et le faire penser. C'est depuis ces interférences que la mauvaise lecture est prodigue en texte, ces genres fantômes déroutants et imprévisibles, parce qu'elle lève les proscriptions et les inhibitions qui sont de mise quand vous efforcez de bien lire, parce qu'elle donne licence à vos pulsions, fantasmes et désirs. Elle est la sage femme attentionnée de textes fantômes qui, partout ailleurs, sont tenus sous le joug de normes sociales et individuelles qui les empêchent de voir le jour. Donc vous voyez bien la conséquence, c'est que si on est un mauvais lecteur, alors encore une fois, je ne vous encourage pas à raconter tout ce qui vous passe par la tête en commentaire de texte. Là, on parle plutôt d'une pratique individuelle de la lecture. On sort un petit peu du cadre du commentaire de texte stricto sensu, mais vous voyez bien que ça correspond bien davantage à votre expérience de la lecture. Vous vous projetez dans un livre, surtout quand vous aimez le livre. Et bien voilà ce que dit Maxime Decoux. Être un mauvais lecteur, ça a aussi des avantages parce que vous vous retrouvez à mieux vous identifier au livre et vous vous retrouvez dans une espèce de maïeutique, exactement comme Socrate, de maïeutique intellectuelle. Vous accouchez de vos idées et vous faites accoucher du texte des sens plus riches, c'est ce que disait Montaigne dans les Essais. Voilà pour Maxime Decoux.
Je vais terminer avec Proust, bien sûr, puisque j'ai passé une bonne partie de l'exposé à le mentionner. Si on se penche sur ce que dit Proust, il postulait l'impossibilité d'être un lecteur fidèle. C'est ce qu'on disait juste avant, de l'impossibilité d'être un lecteur fidèle à l'éloge du mauvais lecteur. J'ai pas mentionné ça là pour le garder en conclusion, mais Proust, dans Le Temps retrouvé, exprime l'idée selon laquelle être un lecteur fidèle, c'est très difficile, voire c'est impossible. Il écrit chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. Et il prend l'exemple du baron de Charlus, bon, peu importe si vous le connaissez ou non, mais il est homosexuel. Et Charlus, ça a son importance, vous allez voir pourquoi. Quand Charlus lit Les Nuits de Musset, donc de la poésie amoureuse de Musset, il sait très bien que Musset parle d'une femme. Mais pourquoi Charlus arrive à ressentir quelque chose? Parce qu'il imagine que ça se passe avec son amant, Morel, qui est un homme, et il projette les écrits de Musset comme des écrits homosexuels. Et c'est ça qui lui fait apprécier la lecture de Musset. Donc voilà pourquoi voilà pourquoi Proust dit chaque lecteur est quand il lit le propre lecteur de soi-même. Charlus ne lit pas strictement Musset, il lit pas Musset qui aime George Sand, il lit pas Musset qui aime des femmes, il se lit lui-même qui aime Morel, qui est un homme. Donc impossibilité d'être un lecteur fidèle parce qu'on ne fait que se lire soi-même. Mais finalement, vous savez que Proust propose de voir le style comme vision. Je terminerai sur cette phrase. Finalement, Proust envisage le livre plus comme un instrument d'optique à utiliser à son gré et qui permet soit de voir en soi, soit d'essayer de voir l'auteur, mais en tout cas de voir par ses propres yeux des vérités. Et là, c'est laisser en exercice au lecteur en espérant qu'il le réalise bien. Et je pense que ça synthétise bien les enjeux qu'on a évoqués ici. Car ils ne seraient pas, comme je l'ai déjà montré, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes, mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants, comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray. Mon livre, grâce auquel je leur fournirai le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne leur demanderai pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c'est bien cela, si les mots qu'ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j'ai écrits, les divergences possibles à cet égard ne devant pas, du reste, provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même. Eh bien, je vous remercie, c'était un peu long, j'ai dépassé d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie, et puis je vous laisse poser des questions si vous en avez.